Bonjour. Cette semaine, j'ai pensé vous parler des résultats des banques canadiennes. Ça a fait les manchettes. Toutes les grandes banques canadiennes ont publié leurs résultats, puis c'est une année c'est une période qui est particulière en ce moment parce que on termine le quatrième trimestre. Donc, on a pu, avec toutes les grandes banques canadiennes, regarder ce qui s'est passé dans la dernière année. Et aussi, on parle de projections pour l'année prochaine. Puis c'est ça ce qui est important. Puis, au niveau des banques canadiennes, j'ai ici dans le tableau, j'explique pourquoi ça va être pertinent. C'est vraiment que les banques ont le pouls d'une économie. Et l'autre point, avec les prédictions de 2023, on peut voir à ce que les banques peuvent présager. Puis, étant donné qu'ils touchent un peu à tout au niveau de l'économie, ils ont vraiment une belle image. Puis il y a une expression en anglais qui dit Put your money where your mouth is. Donc, dans ces projections-là, la banque va déployer son capital à certains endroits. Donc, c'est pas juste une prévision. On voit vraiment que les gestionnaires de ces banques-là font des choix d'affaires, déploient le capital. Puis quand on regarde ça avec un pas de recul, on peut même en tirer des leçons en tant qu'investisseur. Pourquoi je dis que les banques ont le pouls de l'économie? Bien, rapidement, sans regarder chaque banque en tant que telle, puis dans leur secteur d'activité, grosso modo, les banques sont dans les mêmes marchés. Donc, il y a les marchés des capitaux. Donc, c'est soit du transactionnel sur les marchés publics, amener des sociétés à devenir publiques. On parle de fusion-acquisition. Donc, on peut voir vraiment où que les banques sont proches des grandes entreprises pour savoir où elles se dirigent, c'est quoi le son de cloche qu'elles donnent. Et ça va jusqu'au niveau des PME dans le secteur commercial. On peut voir les propriétaires de petites et moyennes entreprises, quelles décisions ils prennent actuellement sur différents secteurs. On touche aussi le consommateur avec le secteur personnel, qui correspond à peu près aux 2 tiers de l'économie du Canada. Puis finalement, on peut voir aussi le patrimoine des gens en général avec leur spécialité au niveau de la gestion des actifs, gestion du patrimoine. Qu'est-ce qu'on a pu voir dans les résultats de toutes les banques? Sans y aller précisément avec chaque institution, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai pu voir différentes thématiques qui reviennent avec chacune d'entre elles. Premièrement, vers la fin de l'année, là, on voit qu'il y a une pression sur la rentabilité. Puis ça, c'est causé divers facteurs. On voit un volume de prêts qui peut être à la baisse, surtout dans le secteur de l'hypothécaire. Puis il y a une augmentation de coûts. L'inflation, ça touche plein de secteurs. Entre autres, on parle beaucoup de l'inflation salariale parce que le secteur bancaire, on a besoin de beaucoup de ressources humaines. Puis les banques ne font pas exception, puis on voit une inflation à ce niveau-là. Et ça, ce que ça amène les banques puis à dire, puis lorsqu'on voit aussi la prochaine année, quand on regarde ce qui se passe au niveau du comportement du consommateur, c'est qu'on parle d'un ralentissement économique à prévoir au Canada. Et je sais qu'on parle beaucoup de récession. Pourtant, de toutes les grandes banques qui ont fait un rapport, il y en a seulement une seule qui a déjà commencé à prévoir une récession. Elle disait qu'elle allait être de courte durée. Pourquoi les autres PDG de sociétés publiques, là, bancaires, en ce moment, ne parlent pas de récession? Ça ne veut pas dire que ça va changer, ils ne sont pas devins. Il y a bien de l'inconnu dans ce qui se passe actuellement. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que les dépôts bancaires sont relativement élevés. Les gens, on parle de plein emploi, puis ils bénéficient de hausses salariales. Donc, jusqu'à présent, ils sont quand même capables d'absorber la hausse de taux d'intérêt qu'on voit jusqu'à présent. Et ce qui nous permet d'être un peu optimiste quand on regarde ce que les banques font, bien, on peut regarder ce qu'ils font avec leurs capitaux. Puis, si elle dit d'un côté qu'elle ne prévoit pas de récession, puis tout d'un coup, elle se fait des réserves massives, on verrait qu'il y a une incohérence. Donc, qu'est-ce que les banques font actuellement? Euh, Plusieurs banques ont pris la décision d'augmenter leurs dividendes. Donc, certains sont allés légèrement, mais d'autres ont quand même une conviction un peu plus forte, qui ont aussi le dividende, pour les ramener en général dans une moyenne de 40 à 50 des bénéfices qui seront distribués aux actionnaires. Donc, les banques n'ont pas mis une pause sur les dividendes parce qu'ils sont inquiets par rapport à l'avenir. Puis même chose, ils ont augmenté les réserves. Les réserves, c'est pour garder un peu, je dirais le terme un coussin, là, si je veux simplifier vraiment la présentation, pour faire face à peut-être des défauts de paiement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que les réserves ont augmenté par rapport à l'année dernière. Par contre, si on regarde les réserves actuelles, sont plus basses qu'à la période pré-pandémie. Donc ça indique que les équipes de direction, lorsqu'ils font leur gestion de risque, puis regardent le consommateur, les PME, les grandes entreprises, puis regardent les probabilités de défaut,
En ce moment, on n'est pas dans un environnement où on prévoit des défauts plus élevés que la période pré-pandémie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis c'est là qu'on réalise peut-être que le consommateur et les entreprises sont plus résilientes que ce qu'on peut imaginer lorsqu'on lit le journal ou on regarde certaines chaînes boursières à la télévision qui donnent des fois des images très pessimistes par rapport à l'avenir. Là encore, je répète, il y a de l'inconnu. On ne sait pas où on va se diriger. Mais jusqu'à présent, les gestionnaires puis les banquiers qui sont sur le terrain puis regardent les comportements avec les données, ils n'ont pas nécessairement une vision si catastrophique pour l'année 2023. Si après on regarde ce que les banques font avec leur capital, vu qu'on est à une fin d'année, puis ils parlent de l'année 2023, ils parlent d'investissement. Et c'est là qu'on voit que les banques, malgré les soubresauts, malgré les incertitudes, ils ne vont pas nécessairement se laisser influencer à 100% par ces facteurs-là pour prendre des décisions, parce qu'ils savent que les décisions d'affaires qu'ils vont prendre en 2023, c'est pas juste à propos de 2023, mais c'est à propos de la prochaine décennie et encore plus loin. Puis ça, on va en faire une passerelle au niveau des leçons qu'on peut faire en tant qu'investisseur. Donc, plusieurs thèmes ont été abordés, mais si j'essaie de trouver les dénominateurs communs, les banques ont, pour la très grande majorité, mentionné que leur objectif, c'est d'accélérer l'investissement, entre autres au niveau de l'expérience numérique. Donc, le consommateur veut une expérience de commerce en ligne qui est sans friction. Puis devant la pénurie de main-d'œuvre, on doit avoir aussi de plus en plus d'automatisation qui permet que déjà, dès que le client arrive sur un site web, pour être dirigé automatiquement dans les bons canaux. On parle même aussi du support au niveau RH en utilisant l'automatisation. Ça, c'est un thème qui va être vraiment présent dans les prochaines années. Les banques ont mentionné aussi leur volonté de réduire l'empreinte carbonique qu'elles émettent, ainsi que leurs clients qui sont dans le secteur des affaires. Puis, c'est un thème qui était vraiment présent dans les discussions et on voit vraiment que c'est une tendance qui va être lourde en 2023. La main-d'œuvre reste un enjeu. On voit le taux de chômage au Québec qui est encore ici autour de 4 Plein emploi, c'est 5 Aux États-Unis, on est à 3,5 C'est difficile de trouver des employés talentueux puis de les conserver. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'on voit de l'inflation salariale. Puis ça va faire partie d'une réalité de l'année prochaine. Et ça, en même temps, ça peut nous rassurer que si les gens continuent de gagner bien leur vie, ils ont la capacité d'absorber une certaine hausse des taux d'intérêt. Ils vont changer leurs habitudes de consommation, comme je l'ai fait dans d'autres comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos. Par contre, il va être quand même résilient. Puis on peut voir à quel point que certaines institutions ont la conviction qu'il faut continuer de garder le cap puis d'investir. Une grosse nouvelle cette semaine, on a vu que RBC a annoncé son plus gros investissement d'acheter la division canadienne de HSBC pour une valeur de 13,5 milliards. C'est une somme phénoménale. Donc, c'est curieux qu'on parle d'investissement massif dans un contexte incertain, puis maintenant on ramène ça à nous. Ça m'a rappelé une phrase de Sénèque qui disait il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Puis aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voit quand je parle à plusieurs personnes qui ont de l'argent de côté, puis on dirait que ce qui s'est passé, puis je peux les comprendre, les remettre vraiment en question quand on voit l'ampleur de la baisse des marchés boursiers. J'ai partagé ce tableau-là à diverses reprises, mais ici, on voit juste au niveau du S&P 500. Si on regarde dans le tableau de droite, si on regarde l'ampleur de la chute boursière qu'on a eue du 1er janvier jusqu'au 28 octobre, même si l'année civile n'est pas terminée, puis on la compare à d'autres années civiles, cette année, elle a été vraiment particulière. En fait, il y a juste, si on remonte de 1880 jusqu'à aujourd'hui, il y a seulement eu 8 fois où la bourse a chuté dans le même ampleur dans une année civile ou même plus, ce qui est vraiment historique. Puis, les retraités qui avaient des titres obligataires, ici, on voit la variation d'un Treasuries, d'une obligation 10 ans aux États-Unis. C'est la plus forte chute qu'on a eue cette année depuis 1880. Donc, quand on vit des chutes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, on se remet en question. Puis c'est là qu'on voit un pessimisme qui est vraiment élevé. En ce moment, l'investisseur est plus négatif, le sentiment est plus négatif là qu'au début de la pandémie, quand à mes yeux, il y avait encore une incertitude encore plus élevée. Il faut remonter à la période de la crise financière pour trouver le même sentiment. Et qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là? Le monde se met en question. Donc, depuis 10 ans, il y a des gens qui me parlent qu'ils veulent investir dans le commerce en ligne, puis aujourd'hui, ils veulent investir dans un fabricant de mayonnaise parce que c'est plus sécuritaire. On parle de thématiques d'investissement qu'on ne parlait pas avant. Donc, maintenant, le monde, tout d'un coup, on a vécu pendant 10 ans dans un environnement où l'inflation était de 1 et aujourd'hui, on a la conviction que l'inflation va être massive dans les prochaines années. Et là, les gens sont en train complètement de se faire
je vais dire en termes en québécois, barouetté, puis avec des chutes significatives, puis ils veulent complètement changer la stratégie. Et tout d'un coup, vendre des titres boursiers pour aller en CPG parce que les taux sont plus élevés. Et là, je pense qu'il faut prendre un pas de recul, puis se rappeler un peu l'exemple des institutions financières que j'ai mentionné. C'est que ce qui est important, c'est de savoir où on veut se diriger. OK? Donc, ce qui se passe actuellement, puis au niveau géopolitique, etc., ça va avoir des ramifications pour la prochaine décennie, puis il faut s'adapter, c'est vrai. Par contre, il faut s'assurer qu'on a le gouvernail vers la bonne direction. Donc, les banques, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils nous ont parlé des objectifs de l'année 2023? Ils n'ont pas fait leur plan de déploiement d'investissement en fonction de ce qui se passe actuellement. L'incertitude au niveau des hausses de taux d'intérêt n'empêche pas la Banque royale d'acheter HSBC quand on va vivre une période de hausse d'intérêt qui va affecter évidemment leurs clients qui ont des hypothèques. Pourquoi? Parce que la Banque royale, comme toute institution, ils ont une vision sur le long terme. Maintenant, vous, quelle est votre vision sur le long terme? Donc, si vous avez un plan financier, puis vous avez besoin d'une performance assez, que ce soit de 4, 5, 6, 7, 8 ce que vous visez, mais vous avez toujours besoin de rester au niveau de la bourse. Et maintenant, ce qui est plus facile à faire, c'est pas de prédire ce qui va se passer comme chiffre d'inflation l'année prochaine ou spéculer sur l'escalade d'un conflit géopolitique. Ce qui est plus facile pour nous, c'est de dire qu'est-ce qui ne changera pas comme grande thématique dans les 10 prochaines années. On ne connaît pas l'avenir, mais entre autres, comme les banques l'ont mentionné dans leur vision, on voit qu'il y a des changements qui sont vraiment présents. Il y a un changement démographique. Il y a un vieillissement de la population. Il y a aussi un enjeu au niveau de la main-d'œuvre. Et de ce côté-là, il y a des entreprises qui répondent à ces besoins-là. On parle tout à l'heure d'automatisation sur l'expérience numérique que les banques vivent puis où elles investissent. Mais on parle aussi qu'il y a une tendance, je pense, qu'on parle de plus en plus aujourd'hui, mais qui devrait rester en prochaine décennie, c'est de parler d'automatisation. On veut ramener la fabrication en Amérique du Nord. On veut ramener ça ici et devant l'enjeu de main-d'œuvre, de plus en plus, on va miser sur l'automatisation. La numérisation de l'économie dans un monde où on a le télétravail, puis le consommateur de plus en plus va aller vers le commerce en ligne, puis que les grandes entreprises veulent numériser aussi des données, faire l'analyse, ça va rester dans les prochaines années. Et on a une grande migration d'entreprises qui va migrer vers des stratégies pour réduire leur empreinte carbonique, puis ils vont miser vers des solutions d'énergie renouvelable, et ça aussi, ça va rester. Puis bientôt, je vais faire un webinaire, puis je vais parler de comment on devrait positionner notre portefeuille en 2023, puis je vais donner des exemples tangibles. Mais pourquoi je parle de ça, c'est qu'en ce moment, certains se mettent vraiment en question puis veulent vraiment changer la stratégie. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que quand on prend l'exemple des banques, c'est de prendre une pause et de dire où on veut se diriger pour la prochaine décennie. Puis malgré l'incertitude qu'on fait à court terme, il ne faut pas laisser ça à 100% nous déroger. Puis comme l'exemple de RBC a sauté sur une occasion, parce que HSBC était prêt à laisser vendre c'est sa division canadienne, il y a la même chose aujourd'hui en bourse, tout a baissé. Puis si on garde la tête froide, puis on regarde un marché qui est à escompte en général, puis on ne sait pas, ça peut continuer de baisser, mais en ce moment, on a vraiment des entreprises qui ont un plan d'affaires convaincant dans un marché adressable vraiment intéressant pour les prochaines 10 ans, que c'est des leaders dans l'industrie, et aujourd'hui, on peut les acheter à 20, 30, 40, 50 d'escompte. Donc, est-ce qu'on est opportuniste? Donc, j'ai profité de cette occasion-là justement pour vous partager les résultats des banques, pour vous donner, grosso modo, si on résume, que l'économie canadienne semble quand même en bonne posture dans un contexte, oui, il va y avoir un ralentissement économique et il continue à avoir de l'incertitude. Pendant ce temps-là, les institutions profitent de cette occasion-là pour faire de l'investissement, pour forger un plus grand écart avec la compétition, puis profitent de ces situations-là pour faire des investissements stratégiques parce qu'il va être pertinent pour la prochaine décennie. Et on peut s'inspirer de ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de nous écouter.